Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 58e webinaire organisé par le réseau Rappel. Donc, ce webinaire est aujourd'hui consacré à une présentation sur la précarité énergétique vue d'Europe. Donc, à l'heure où près de 10% de la population de l'Union européenne n'est pas capable de se chauffer convenablement dans son logement, donc selon les chiffres 2022 d'Eurostat, et à quelques semaines des élections européennes, il nous a semblé intéressant de proposer un éclairage sur la prise en compte de la précarité énergétique au niveau de l'Union européenne. Donc pour ça, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Rachel Guyet, qui est directrice du programme Transition énergétique au Centre international de formation européenne, qui est basé à Nice. Donc bonjour Rachel, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Aurélien, bonjour Anne-Valérie et bonjour tout le monde. Donc pendant sa présentation qui va durer une trentaine de minutes, donc Rachel va tenter de nous éclairer sur trois questions, d'apporter quelques éléments sur trois questions, à savoir comment l'Union européenne s'est emparée de la question de la précarité énergétique, comment la législation européenne s'est accélérée depuis la crise des prix de l'énergie de l'hiver 2022-2023 et quels sont les enjeux qui sont posés par les nouveaux paquets législatifs qui ont été adoptés. Alors à la suite de l'intervention, on aura comme d'habitude un temps de questions-réponses et pendant lequel vous pourrez aussi partager vos avis ou réflexions sur, parce que vous le verrez, il y a des questions qui restent encore en suspens concernant la future transposition des textes européens en France. Voilà, donc je vous souhaite un bon webinaire. On se retrouve dans une petite demi-heure pour le temps d'échange et je laisse donc la parole à Rachel. Merci beaucoup Aurélien pour cette introduction. Donc effectivement, quelques précautions avant de démarrer. Je ne suis pas juriste, donc l'objectif pour moi de ce webinaire, c'est d'apporter quelques éclairages sur la manière dont l'Union européenne s'est emparée de la question de la précarité énergétique au fil du temps et comment finalement la mise à l'agenda européen de la question va aussi influencer l'agenda français. Donc comme vous le verrez, je pense qu'à la fin du webinaire, j'aurai plus de questions que de réponses à vous apporter. Mais évidemment, j'espère que nous aurons un échange sur le sujet. Alors, comme l'a dit Aurélien, je vais aborder ces trois points-là qui vont tenter, dans un premier temps, d'expliquer finalement l'appropriation par l'Union européenne de ce sujet de précarité énergétique que je vais faire reposer sur quatre hypothèses. La première question qui peut se poser, c'est finalement la Commission, l'Union européenne, est-elle compétente pour traiter la question de précarité énergétique? Alors, si on considère que la précarité énergétique relève de ces trois piliers que l'on connaît, des revenus faibles, une mauvaise qualité de logement et des prix élevés de l'énergie, sur quels éléments la Commission peut-elle intervenir? Et en fait, c'est très simple. Elle peut intervenir sur le volet efficacité énergétique et sur le volet de l'énergie, parce qu'elle dispose de compétences partagées. Mais par exemple, sur les politiques sociales, en ce qui concerne finalement la définition des aides aux revenus, elle n'est pas compétente sur ce sujet-là. Ce qui veut dire qu'au final, la manière dont s'inscrit la précarité énergétique dans l'agenda européen se fait par l'intermédiaire du champ de sa compétence énergétique et non pas de sa compétence sociale. Donc, ce qui a un impact sur la vision de la précarité énergétique vue d'Europe. Or, comment ça se passe au niveau national? Eh bien, ça se passe ainsi. On voit sur cette petite carte que finalement, il y a beaucoup de pays en rouge. Et le rouge signifie que la majorité des États membres, finalement, considèrent la précarité énergétique comme un sujet purement de politique sociale, donc qui relève de leurs compétences nationales et non pas de la compétence européenne. Et donc, ces pays, par ailleurs, considèrent que finalement, la précarité énergétique n'est pas un objet à part entière de politique publique parce qu'elle est traitée déjà par le système social. Alors, on note un certain nombre de pays en vert, qui sont les pays qui ont une définition légale de la précarité énergétique et des actions dédiées à la lutte contre la précarité énergétique. On note également des pays en noir ici sur la carte. Ce sont les pays qui n'ont pas encore de définition légale, mais qui traitent en revanche la précarité énergétique. Et on a deux pays en jaune
qui ont une définition de la précarité énergétique, mais qui n'ont pas nécessairement d'actions qui lui sont spécifiquement dédiées. Alors, tout ça est évolutif, donc ça, c'est un instant T moins un, on va dire. Donc, à voir comment ça évolue. Mais en tout cas, cette carte représente les difficultés au niveau européen de trouver un compromis sur une définition commune de la précarité énergétique. En plus, vous le savez sûrement, la Commission européenne, dès 1996, a élaboré des directives sur les règles communes du marché de l'électricité et du gaz pour libéraliser le marché. Dès 2003, on voit apparaître le terme de consommateur vulnérable dans la directive. Dès 2009, on voit apparaître le terme de précarité énergétique. Précarité énergétique et consommateurs vulnérables aujourd'hui sont souvent utilisés de manière synonyme. Or, quand on regarde finalement la définition initiale de ces deux thématiques, un consommateur est vulnérable dans sa relation contractuelle avec son fournisseur en raison d'un certain nombre de déterminants. Mais ça n'induit pas nécessairement un problème d'accès à l'énergie comme le représente la précarité énergétique. Donc, on a avec ces deux termes deux situations distinctes juridiquement, mais qui sont souvent amalgamées. Et donc, on a un amalgame de ces deux termes, alors que chacun relève de politiques particulières, de responsabilités particulières. Une illustration, une personne malentendante, par exemple, pourra être considérée comme un consommateur vulnérable dans sa relation téléphonique avec son fournisseur, mais pas automatiquement avoir un problème d'accès à l'énergie ou de paiement de ses factures d'énergie. Donc, le fait qu'il y ait cette confusion entre les deux termes empêche ou a empêché pendant assez longtemps finalement une reconnaissance très précise de ce qu'induisait la précarité énergétique au niveau européen. Quatrième hypothèse pour expliquer ce long processus de reconnaissance et d'appropriation de ce sujet par le niveau européen, la difficulté de la mesure. En effet, comment peut-on établir des indicateurs communs et comparables à l'échelle européenne alors que les situations socio-économiques, énergétiques des 27 États membres sont très, très différentes et certainement très peu comparables. Alors, vous le savez certainement, il y a eu l'Observatoire européen de la précarité énergétique qui a établi 4 indicateurs primaires que sont les arriérés de factures, l'incapacité à le ressenti du froid ou l'incapacité à chauffer son logement et une proportion trop élevée de dépenses pour l'énergie ou une proportion trop faible dans les dépenses énergétiques. Pardon. Et donc, selon le critère qu'on utilise à partir de ces 4 indicateurs, on voit finalement que à l'échelle européenne, on peut avoir entre 34 et plus de 80 millions de personnes considérées comme faisant face à un problème lié à la précarité énergétique. Le successeur de l'Observatoire européen de la précarité énergétique, l'EPA, a consolidé ces indicateurs et en propose 29 pour rendre compte de la dimension multidimensionnelle de ce phénomène. Aujourd'hui, la Commission européenne en propose 13. Donc voilà, il y a vraiment une difficulté aujourd'hui d'élaborer des indicateurs communs et comparables à l'échelle européenne pour rendre compte de cette question multidimensionnelle qu'est la précarité énergétique. Alors, ce qu'on constate, en revanche, c'est que si on regarde, par exemple, uniquement l'indicateur du ressenti du froid ou de l'incapacité à chauffer son logement, il y avait 37,4 millions d'Européens en 2018, donc avant les crises, et par contre, à l'hiver 2022-2023, on comptait 42 millions d'Européens dans cette catégorie. Donc, on voit ici que la crise a accéléré évidemment la difficulté des populations à couvrir leurs besoins énergétiques et a donc accéléré également la reconnaissance au niveau européen et l'action européenne en matière de lutte contre la précarité énergétique. Alors,
comment ça s'est passé cette accélération? Cette accélération a démarré en 2021. Donc, vous voyez, entre la directive de 2003 et 2021, il s'est passé un petit peu de temps. Mais en tout cas, en 2021, après Covid, la reprise après Covid, comme le montre le graphique ici, a vraiment fait augmenter les prix de l'énergie dès l'été 2021, comme l'indique ici le graphique. En octobre 2021, la Commission européenne a élaboré cette boîte à outils pour encourager les États membres à mettre en place des mesures d'amortissement dans leurs pays respectifs pour notamment les personnes en précarité énergétique. Il s'agissait d'une boîte à outils qui disait grosso modo, il faut mettre en place des mesures temporaires et ciblées pour amortir le risque d'inflation lié à l'augmentation des prix. Donc ça, on était en octobre 2021 et évidemment, la guerre en Ukraine a accéléré la problématique pour l'Union européenne qui a considéré à partir de 2022 la précarité énergétique dans son agenda européen au même titre que la question de la sécurité de l'approvisionnement. Donc, dès l'année 2022, il y a énormément de discussions autour d'une réforme possible des marchés de l'énergie en Europe. Pour autant, en 2023, nous aboutissons là à vraiment à des aspects très, très concrets, à une réalisation de toutes ces discussions qui aboutissent donc en 2023 à une proposition sur une réforme du marché de l'électricité qui a été adoptée en avril 24, très récemment. En mai 23, on a un règlement qui intègre une définition simplifiée, on va dire, de la précarité énergétique dans le cadre du règlement sur le Fonds social pour le climat. En septembre, on a la définition de la précarité énergétique intégrée dans la directive sur l'efficacité énergétique qui s'accompagne en octobre de recommandations de l'Union européenne. Et finalement, on a une dernière directive qui est celle sur la performance énergétique des bâtiments. Donc ça retrace l'accélération au niveau européen de l'appropriation du sujet de la précarité énergétique. Je vais revenir sur quelques-uns des éléments maintenant un petit peu plus en détail pour essayer de comprendre finalement comment ça va se passer. Alors, juste pour rappel, une directive doit être transposée dans la législation nationale, ce qui induit une négociation entre le gouvernement et le Parlement. Le règlement, donc le règlement du 10 mai, un règlement est applicable automatiquement. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces documents qui induisent un sujet enfin, le vrai sujet, c'est maintenant la transposition de ces documents. Alors, commençons par, alors pas par ordre chronologique, mais par la définition de la précarité énergétique proposée par l'Union européenne. C'est une étape importante puisque c'est la première fois que dans une directive, on a une définition qui va devoir être transposée au niveau national. Donc, les États membres ont jusqu'en octobre 2025 pour transposer cette définition. Donc, cette définition, la voici au milieu de l'écran. C'est une définition assez large, puisqu'il fallait trouver un compromis entre les 27 États membres. Et on a vu avec la carte qu'il y avait quand même des conceptions assez variées de ce sujet. Ce qu'on peut noter, c'est que cette définition reconnaît le caractère multidimensionnel de la précarité énergétique. Il reconnaît également la spécificité nationale. Elle induit plutôt la définition, une dimension sur la santé. Elle induit également quelque chose de nouveau, c'est-à-dire elle reconnaît la précarité énergétique hivernale, mais aussi la précarité énergétique estivale par le biais du refroidissement. Et on comprend également qu'elle se concentre uniquement sur le logement et qu'elle n'intègre pas donc la question du transport. Sur la base de cette définition, deux questions se posent, en tout cas je vous pose aujourd'hui. La première, c'est la France va-t-elle modifier sa définition qui date de 2010? Va-t-elle, devra-t-elle, pourra-t-elle, voudra-t-elle modifier cette définition pour intégrer les nouveaux éléments de contenu de la définition européenne? Et deuxième question, quels vont être les critères de validation et d'évaluation de la Commission? Deux questions auxquelles je n'ai pas les réponses, mais auxquelles vous aurez peut-être des pistes à partager aujourd'hui.
autre document sur lequel je voulais revenir, c'est donc le fameux règlement du 10 mai 2023 sur le fonds social pour le climat. Alors, ce fonds, comme vous le savez certainement, c'est un financement issu de l'introduction du nouveau système de quotas d'émissions de carbone qui va être imposé sur le chauffage et les carburants à partir de 2027. Donc, sous forme d'une nouvelle forme de taxe, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce fonds? Première nouveauté, c'est un fonds qui considère les risques de conséquences négatives de cette nouvelle taxe sur les ménages modestes, une nouvelle taxe imposée à partir de 2027. Et la Commission européenne s'est positionnée en voulant éviter un effet entre guillemets gilet jaune, en se disant qu'il fallait compenser les risques d'augmentation. Donc ça, c'est la première nouveauté de ce fonds qui prend en compte ces conséquences négatives. La deuxième nouveauté, c'est que ce fonds va être introduit un an avant l'introduction de la taxe elle-même. Donc, dès 2026, les États membres auront accès à ce fonds pour essayer d'anticiper ces conséquences négatives. On voit également un troisième élément. Dans le cadre du règlement du 10 mai 2023, il y a une définition simplifiée de la précarité énergétique qui est reprise et élaborée dans le cadre de la directive sur l'efficacité énergétique dont je viens de parler. Mais la nouveauté, c'est qu'il intègre une définition de la précarité de transport que je vous ai mise ici sur l'écran. Quatrième élément, ce fonds va être dédié à deux types de mesures. Des mesures structurelles, donc la rénovation des bâtiments, l'amélioration de l'électrification des usages dans les transports, mais également une partie de ce fonds devrait être dédiée à des mesures d'aide aux revenus directs pour les plus modestes. Dans les discussions européennes, ce qu'on entend aujourd'hui, c'est que normalement 75% de ce fonds devrait être dédié à des mesures structurelles pour protéger à plus long terme les ménages modestes de l'augmentation des prix, et 25%, grosso modo, devrait être dédié à des compensations financières directes. La France, dans ce système, devrait obtenir un peu plus de 11% du montant total. Alors, le montant total est intéressant à regarder parce qu'il montre justement toute la difficulté de l'Union européenne à obtenir un compromis entre les 27 États membres. Initialement, la discussion portait sur une mobilisation d'un peu plus de 72 milliards d'euros pour ce fonds. Sauf que certains États voulaient davantage, d'autres voulaient nettement moins. Donc le compromis aujourd'hui se situe à environ 65 milliards de dotation sur la période 2026-2032. Et il est prévu que les États contribuent à hauteur de 25% du montant total des investissements qu'ils considèrent être financés par ce fonds social pour le climat. Donc, d'ici juin 2025, chaque État membre devra proposer un plan qui établit comment le fonds va être utilisé pour préparer donc, et compenser l'introduction de cette nouvelle taxe carbone, entre guillemets, sur le chauffage et les carburants. Donc, évidemment, la question va se poser de savoir comment la France va répartir ce fonds entre mesures de compensation et mesures plus structurelles, quelles vont être les priorités, comment le plan va être élaboré, qui va contribuer à l'élaboration de ce plan, est-ce qu'il y aura consultation, est-ce que les municipalités vont être impliquées dans cette élaboration, quels vont être les modes de gestion de ce fonds, comment on va cibler les ménages, comment on va délivrer finalement ces mesures. Autant de questions auxquelles pour l'instant nous n'avons pas de réponse, mais peut-être certains d'entre vous pourraient avoir des suggestions par rapport à la manière dont ce plan va être élaboré et comment les mesures vont être priorisées sur 2026-2032. Troisième élément, j'en ai quatre, donc avant-dernier élément. Donc la réforme du marché de l'électricité a été adoptée en avril dernier. Qu'est-ce qu'on voit comme évolution à travers cette réforme du marché de l'électricité?
Alors, le premier objectif de cette réforme était de stabiliser les prix, autant pour les investisseurs dans la décarbonation du mix électrique que pour les consommateurs. Donc, quatre ou trois éléments centraux ont été pris en compte dans cette réforme. Une plus grande stabilité des prix pour les consommateurs à travers l'obligation pour les fournisseurs de proposer des contrats à prix fixe, ce qui n'était pas le cas auparavant, c'était une option mais pas une obligation. Elle propose également un plus grand pouvoir de décision pour les consommateurs à travers le droit à disposer de plusieurs contrats en fonction des usages de ces consommateurs. Donc, un exemple, quelqu'un qui aurait une voiture électrique pourrait peut-être avoir un contrat spécifiquement pour la recharge de la voiture électrique et un contrat différent pour le logement, par exemple. Évidemment, comment sont intégrés les ménages modestes dans ce système, c'est une autre question. Mais en tout cas, il existe a priori maintenant avec cette réforme un droit de disposer de plusieurs contrats pour ajuster au niveau qui ajuste les prix au niveau des usages des consommateurs. Et le troisième pilier, qui est le pilier sur lequel je vais m'arrêter un petit peu plus, c'est le pilier donc qui accroît la protection du consommateur et notamment du consommateur vulnérable. Et notamment, on voit apparaître l'interdiction des coupures. Alors, l'interdiction des coupures existait déjà dans les directives précédentes, mais il s'agissait d'une option. Là, la réforme va, en théorie, imposer aux États membres de mettre en place un système de protection contre les coupures. Alors, au niveau européen, cet élément-là, notamment, induit un certain nombre de questions, parce que finalement, nous, en France, on connaît la trêve hivernale depuis assez longtemps, mais il y a de nombreux pays européens qui n'ont même pas la trêve hivernale. Je cite juste un exemple, l'Allemagne est dans ce cas-là. Donc, à l'échelle européenne, cette interdiction de coupure va induire un certain nombre d'enjeux. Et le fait que ça devienne une obligation va également induire d'autres enjeux. Par exemple, sous quelle forme cette interdiction de coupure va être mise en œuvre? Est-ce que on va aller vers quelque chose comme EDF qui a décidé de maintenir un minimum de puissance? À partir de quel montant d'impayé? Pour combien de temps? Avec quel type d'accompagnement? Ou est-ce qu'on va aller vers l'expérience plutôt anglo-saxonne de mise en place de compteurs après paiement ou d'autres formes? Donc, pour l'instant, voilà, ça reste un point d'interrogation, mais il y a vraiment un sujet ici. Un autre sujet, c'est maintenant l'obligation d'établir un fournisseur de dernier recours. Donc, en France, on distingue le dernier secours et le dernier recours, notamment pour le gaz. Là, on va l'appliquer à l'électricité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un fournisseur de dernier recours? Dans quelles conditions cela va être mis en place? Donc, autant de questions que cette réforme induit aujourd'hui à l'échelle européenne et également pour la France. Il te Dernière reste 3 minutes, Rachel. Pas très bien. Il me reste 3 minutes, justement. Merci Aurélien. Parfait. Dernier élément sur lequel je voulais m'arrêter, c'est la directive de la performance énergétique des bâtiments, qui a été une directive très controversée, puisqu'elle impose des objectifs de réduction de consommation dans le bâtiment résidentiel et notamment dans les bâtiments les moins performants, obligation de réduire de 20 à 22% la consommation d'énergie de ces bâtiments. L'Italie a été un pays qui a lutté contre cette obligation. Autre obligation dans la directive, la mise en place d'un guichet unique qui est acté. Donc la France aura peut-être un petit peu d'avance sur ce sujet-là. Mais il y a énormément de questions qui n'ont pas été évidemment traitées. C'est par exemple comment on va repérer et accompagner les ménages, comment on va mobiliser ces ménages, comment va être pris en charge ou pas le reste à charge, à quel niveau le reste à charge doit être, comment les procédures vont devoir être simplifiées pour accélérer cette mise en œuvre, puisque les objectifs sont quand même pour très bientôt, puisqu'il s'agit de 2035 pour la rénovation et de 2040 pour la fin du chauffage à énergie fossile. Donc pour conclure, tout ça pourquoi? Pour vous dire que finalement, la précarité énergétique est devenue une priorité
dans l'agenda européen, qu'elle induit aujourd'hui de nombreux enjeux de mise en œuvre à l'échelle nationale, puisque vous avez vu, les étapes sont très, très raccourcies, hein, puisque d'ici 2025, il faudra avoir répondu à cette transposition et cette application. Il va y avoir des enjeux à venir dans les 2 prochaines années. Et évidemment, comme l'a rappelé Aurélien au démarrage de ce webinaire, nous sommes dans une année d'élection du Parlement européen qui va quand même déterminer quelles vont être les priorités de la Commission à venir. Donc, est-ce que la précarité énergétique va rester à l'agenda tel qu'elle a été au cours de ces 2 dernières années? Est-ce qu'il y aura des changements? Voilà, allons voter le 9 juin peut-être pour conclure cette présentation. Merci beaucoup. Merci à Rachel pour cette présentation, cette conclusion. Je vous invite donc à partager vos questions dans l'onglet questions-réponses. Donc je vais relayer vos questions à Rachel. Je vais commencer par la question de Gwenda Levenou qui recite, donc entre guillemets, manque d'accès aux services énergétiques essentiels avec des systèmes adéquats de refroidissement. Donc la réflexion derrière, c'est donc cela signifierait que la précarité thermique estivale est uniquement un problème d'accès à l'énergie. Interrogation. La question de la rénovation et réhabilitation des logements n'est pas posée dans cette définition. Et elle se pose aussi pour la précarité hivernale. Oui, alors effectivement, donc la définition qui est proposée donc ici, je suis revenue sur la diapo, effectivement induit enfin, on a ici hein, la définition des services énergétiques essentiels. Donc effectivement, qu'est-ce que ça induit c'est quoi les services énergétiques essentiels? On en a une petite définition après, puisqu'il y a une liste d'usages qui sont proposés par cette définition. Mais il faut rappeler que cette définition est intégrée dans la directive sur l'efficacité énergétique. Donc, on est bien dans une perspective de rénovation énergétique euh, et en fait, l'objectif de cette directive, c'est aussi de dire que seront prioritaires les ménages modestes dans l'accès aux aides pour la rénovation énergétique. Donc effectivement, la définition ici ne le dit pas, mais il faudrait parcourir toute la directive sur l'efficacité énergétique qui met en avant la nécessité d'intervenir en priorité auprès des ménages qui en ont le plus besoin et qui sont confrontés à ces situations à la fois l'hiver, mais l'été. Donc effectivement, on est plus sur une notion de confort, de confort intérieur, que sur j'allais dire que sur une capacité de payer ses factures, par exemple. Mais comme ici, on a les 3 dimensions de la précarité énergétique, c'est-à-dire le revenu disponible, les dépenses et l'efficacité énergétique des logements, on est bien quand même dans une approche multidimensionnelle de la précarité énergétique. Donc je pense que voilà, ce que je trouve intéressant dans cette définition, c'est effectivement que pour la première fois, on a une définition européenne, ça c'est vraiment le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'elle considère non seulement les usages à l'intérieur du logement, mais également cette réflexion sur l'hiver et l'été, où on a peut-être des situations un petit peu différentes quand même dans le logement. Est-ce qu'une rénovation telle qu'elle est conçue aujourd'hui pour le chauffage l'hiver est exactement la même si on veut maintenir un confort d'été? Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas ingénieur, je ne sais pas, mais ça peut, voilà, il peut y avoir des approches quand même assez différentes pour le confort d'été et pour le confort d'hiver. Et je pense que cette définition met le doigt sur ce point-là. À nous de travailler pour trouver les solutions, je pense. Très bien. Et donc, 2 questions de Régis Largelier sur le transport et l'autre sur la santé. Donc, la première, l'énergie, c'est aussi l'essence et son prix qui fait exploser la précarité énergétique en Europe par son volet mobilité. La Commission européenne s'était saisie du sujet il y a 2 ou 3 ans pour reconnaître la double peine logement-transport. Où en est-on aujourd'hui? Merci Régis pour cette question à laquelle je ne peux répondre que de manière très partielle, puisque effectivement, Régis, tu as raison. Dans cette définition dans la directive sur l'efficacité énergétique, n'est pas fait mention du transport. Donc, mobilité et logement ici sont déconnectés.
Par contre, dans le plan national, enfin, dans les plans nationaux pour le Fonds social pour le climat qui devront être élaborés d'ici juin 2025, on a les deux définitions. On a une définition simplifiée de la précarité énergétique dans le logement et on a en plus la précarité énergétique liée au transport. Donc, dans les plans nationaux, on a cette double approche. Euh, L'aspect santé, effectivement, est bien présente dans la définition plus complexe ici. On a bien les niveaux décents de vie et de santé. Je crois ne pas me tromper, mais je crois qu'elle n'est pas intégrée dans la définition qu'on trouve dans le règlement du 10 mai 2023. C'est à vérifier. Mais voilà, donc dans la directive d'efficacité énergétique, on n'a pas la mobilité. Par contre, dans le règlement sur le Fonds social pour le climat, on a la mobilité et le logement. Et la question sur la santé, donc relation précarité énergétique et santé, Rachel, as-tu une vision sur des initiatives en Europe? Oui, alors il y en a, il y en a. Il y en a même de plus en plus. Alors je dirais que les plus avancés sont les Britanniques, puisque depuis plusieurs années, il y a le fameux rapport Marmot qui montre bien l'effet sur la santé d'un niveau de chauffage. Alors, la santé dans la revue Marmot est souvent liée à l'hiver et au niveau de chauffage, mais de plus en plus, on a aussi des rapports sur les effets de la santé l'été. Donc voilà, il y a une montée en puissance des deux volets de la précarité énergétique hivernale et estivale. Et donc oui, il y a des initiatives intéressantes. Spontanément me vient à l'esprit la ville de Coventry au Royaume-Uni qui a mis en place des choses très intéressantes autour de précarité énergétique, logement et santé. Je parais, ça répond exactement à la question, mais voilà, spontanément, c'est ce qui me vient à l'esprit. Et un retour de Sarah Coupechoux de la Fondation Abbé Pierre sur l'interdiction des coupures. La question des compteurs prépayés a été anticipée. Les différents compromis comportaient une interdiction d'imposer ces compteurs, mais la mention a disparu lors des derniers échanges du trilogue. La Commission doit évaluer la transposition de ces mesures. On espère pouvoir revenir sur ce sujet. Oui, Sarah, je suis d'accord. Complètement. Enfin voilà, c'est un vrai sujet puisque le processus, notamment sur la réforme, n'est pas complètement terminé. Donc, effectivement, il va y avoir encore probablement des changements, autant sur le fournisseur de dernier recours que sur les interdictions de coupure, effectivement. Question de Gladys. Nous sommes relativement dépendants énergétiquement en France, à la différence de l'Allemagne avec le nucléaire. Nous devons vendre notre électricité sur le marché, qui est revendue ensuite sans valeur ajoutée pour les ménages. Pourquoi ne pas sortir du marché de l'énergie, comme l'impose l'Union européenne, pour réduire le coût du kilowattheure, qui en production ne coûte pas plus cher, comme l'ont fait l'Espagne et le Portugal? Les ménages que nous rencontrons galèrent à avoir les aides. Ils veulent juste payer le juste prix. Et encore plus pour les classes moyennes touchées aujourd'hui. Alors, je ne suis pas non plus économiste des marchés de l'énergie, mais le juste prix dans l'électricité, c'est quand même un élément pas simple à prendre en compte, vous parliez du nucléaire dans votre question, et on dit souvent qu'il y a des coûts cachés du nucléaire qui ne sont pas intégrés dans le prix que l'on paye en France. Donc voilà, est-ce que le juste prix, c'est le prix qu'on paye aujourd'hui ou pas? C'est déjà une première question. Et l'autre élément, c'est qu'aujourd'hui, on a un marché européen qui est de plus en plus interconnecté et qui permet, j'allais dire, de balancer, non, pardon, d'équilibrer l'approvisionnement. L'été, alors c'est pas l'été dernier, mais l'été précédent, quand on avait la moitié des réacteurs nucléaires français en, en, en panne ou en révision, en tout cas en maintenance, on a dû importer de l'électricité d'autres pays.
Et vice-versa, l'hiver, probablement, on exporte, ou à d'autres moments de l'année d'ailleurs, la France exporte aussi de l'énergie dans d'autres pays européens. La déconnexion des prix a été possible pour le Portugal et l'Espagne parce qu'ils sont un peu moins interconnectés. Mais il y a un certain nombre de rapports qui ont été publiés après la mise en œuvre de ce choix qui montrent que finalement, cette déconnexion a permis de stabiliser les prix, mais pas finalement de les faire baisser comme espéré. Et un autre effet secondaire, entre guillemets, de ce choix a été l'augmentation de la consommation. Donc, en fait, effectivement, je pense que cette question est assez complexe entre le prix, la sécurité de l'approvisionnement, de plus en plus maintenant la décarbonation du mix. Et voilà, comment on fait tout ça pour que les ménages modestes et l'ensemble des ménages en France et en Europe puissent couvrir leurs besoins de base. Donc, effectivement, c'est une vraie question. Et la question que vous posez probablement induit une réponse plus complexe que celle que je viens de vous donner et mériterait d'avoir un regard interdisciplinaire qui implique un aspect social, un aspect économique, un aspect environnemental, un aspect légal. Or, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on a quand même tendance à aborder ces questions plutôt en silo. Euh, voilà, on va mettre en place une taxe et on se dit on va compenser, quoi. Donc, voilà, je pense qu'une approche interdisciplinaire, comme le suggérait Régis dans sa question, serait tout à fait la bienvenue pour répondre à votre question très compliquée. Et Valérie demande le nom de la ville citée en Grande-Bretagne qui mène des initiatives sur le lien précarité énergétique et santé. Alors, il y en a beaucoup, mais celle qui me vient à l'esprit, c'est Coventry, qui a fait des choses très intéressantes, pardon, sur le lien entre santé et logement, qui est accompagnée justement par l'équipe du chercheur Marmot sur le volet santé. Mais il y en a d'autres, je pourrais vous envoyer quelques exemples que je ferai passer par Anne-Marie. Très bien. Eh bien, il ne me semble pas qu'il y ait d'autres questions, commentaires. Il nous reste un petit peu de temps, donc s'il y a d'autres questions qui arrivent. Et sinon, on va s'arrêter là si ça Alors, n'amène peut-être pas. si, Oui. peut-être juste rappeler, peut-être avant la conclusion, les prochaines étapes sur sur la question européenne. Kelly a une question qui vient d'être posée sur comment mobiliser Oui. les fonds sociaux en 2026. Donc, on a juin 2024 la soumission des nouveaux plans nationaux énergie-climat par les États membres, c'est ça, Rachel. Oui. On a en octobre 2025 la transposition, la définition, enfin, les États membres doivent transposer la définition européenne de la précarité énergétique dans leur législation nationale. C'est bien ça. Et on est en juin 2025, les plans nationaux pour le Fonds social pour le climat qui justement doivent déterminer les critères d'éligibilité, les clés de répartition, etc. C'est bien ça, en gros, les trois prochaines étapes à laquelle on reste, Oui. on reste vigilant. Oui, et donc la définition sera la première, sera la première étape puisque la France doit soumettre aussi son nouveau plan national énergie-climat d'ici juin. Donc je crois que c'est déjà un processus en cours. Je ne sais pas, ça risque d'être un peu tôt pour intégrer ou pas cette formule une nouvelle définition ou pas d'ailleurs. Juin 2025, par contre, là, il y a vraiment un gros travail à fournir sur ce plan pour le Fonds social pour le climat. La France devrait bénéficier de 7 milliards à peu près, en 7, quelque chose. Donc, on ne pourra l'utiliser que si on élabore ce plan. Alors, dans le règlement du 10 mai, il y a des éléments très stricts et très précis à compléter avec une étude d'impact. Enfin, il y a vraiment énormément de choses à proposer dans le cadre de ce plan. Donc, effectivement, je ne sais pas
va être consulté. Est-ce qu'il y aura consultation publique sur ce plan? Mais en tout cas, juin 2025, c'est une étape aussi importante. Alors, il y a une chose intéressante au niveau européen, c'est qu'en juin 2024, Eurostat va publier les nouvelles données sur la précarité énergétique avec des données actualisées, parce que c'est vrai qu'il y a toujours un décalage entre les données qui aujourd'hui datent de 2018, on est en 2024, donc voilà, on aura des données un peu plus actualisées en juin 2024 par Eurostat, donc qui donnera un petit peu à voir ce qui se passe au niveau européen. Mais en termes de transposition, juin 24, juin 25, octobre 25 aussi. Et petite question, les données qui sortiront là en juin 2024 porteront sur des données sur quelle année? Sur la période de crise, en fait. En général, c'est 2 ans, hein, c'est toujours 2 ans avant, au moins. Donc, ce sera un peu plus actualisé que ce qu'on a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas, à part quelques éléments, on n'a pas vraiment de données qui reflètent les périodes de crise Covid et la crise des prix de l'énergie en 22-23. Il y a la Fondation sur les conditions de travail et de vie qui vient de sortir un nouveau rapport sur l'année 2023, mais qui est plus en termes de revenus et moins sur le volet accès aux services essentiels. On aura quelque chose d'un peu plus actualisé en 24. Très bien. Je vois qu'il y a des commentaires aussi dans la discussion. Oui, Régis Larisier qui rappelle aussi le projet Rénov Santé, projet en France qui traite du lien entre santé et logement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Porto et Lisbonne ont également réalisé 4 enquêtes auprès de ménages en précarité énergétique pendant 2 étés et 2 hivers consécutifs. À l'aide de l'université locale, l'exploitation des résultats est en cours, mais les résultats bruts de la première année sont déjà disponibles en ligne. Alors effectivement, si je peux commenter sur ce commentaire, sur le volet estival, les pays méditerranéens du sud de l'Europe, effectivement, ont déjà beaucoup avancé sur le volet précarité énergétique estivale et notamment l'EPA a organisé il y a quelques semaines en arrière une conférence et les villes du Sud et notamment Athènes, Valence étaient très très preneuses d'exemples qui peuvent être conduits ailleurs pour essayer de traiter aussi ce volet spécifique du confort d'été. Et Et Karine, l'idée, derrière, c'était on ne peut pas mettre des climatiseurs pour tout le monde, donc quelle solution on peut trouver? Parce que qui dit climatiseur dit augmentation des factures des ménages qui ont en général déjà quelques difficultés à couvrir leurs besoins. Donc, il y a une étude, alors je ne sais plus laquelle, il faudrait que je la retrouve, mais qui montre très bien qu'en fait, aujourd'hui, on parle de précarité énergétique l'hiver parce que c'est là où les factures sont gonflées et où les difficultés émergent. Mais j'ai plus l'étude en tête, mais qui montre bien qu'avec le réchauffement climatique et les températures extrêmes qu'on a l'été, le risque de précarité énergétique et d'impayés pourrait s'inverser, où on aurait des factures beaucoup plus élevées l'été si on utilise la climatisation pour pouvoir se refroidir en fait. Donc on est peut-être à un moment charnière où effectivement il serait nécessaire de considérer les deux aspects été et hiver. Parce que ça va induire probablement des changements d'usage, aussi des changements de perception. Une étude britannique montre par exemple que les ménages sont assez conscients du risque de précarité énergétique hivernale, parce que c'est un sujet qui est établi dans les agendas depuis quand même de nombreuses années dans certains pays, notamment au Royaume-Uni. Et donc les ménages ont déjà des stratégies pour s'adapter à cette situation. Or, on se rend compte que l'été, c'est plus diffus, on a un petit peu plus de mal finalement à faire prendre conscience des risques l'été. Et du coup, il y a un vrai travail à faire aussi d'information sur la précarité énergétique estivale. Et Myria qui invite à consulter le projet européen Well-Based, elle donne le site internet en onglet discussion pour le lien précarité énergétique et santé. Oui. Karine redemande par écrit le calendrier attendu pour le déploiement de la définition du fonds. Je l'enverrai.
De la définition On peut même édifiant, pardon. l'intégrer au Oui, diaporama, oui, absolument. comme J'ai mis les tu dates. l'avais, je crois, déjà dans le… Oui, oui, j'ai mis les dates systématiquement, mais je les remettrai de Mm. manière claire. Sachant qu'on Parfait. partagera du coup le Oui. support Mm. sur le site du rappel avec l'enregistrement. Aurélien, je ne sais pas si tu vois d'autres choses à relayer, il me semble qu'on a Non, écoute, il y a plusieurs fait le partages dans tour. l'onglet discussion qu'on laissera Oui, explorer. Ne citez pas Wellbase. Ouais. Non, mais écoute, pour moi, c'est bon. Rachel, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose avant la conclusion. Merci beaucoup pour les retours. Et voilà, j'espère que c'est un éclairage rapide, hein, mais qui donne à voir vraiment l'intégration de ce thème précarité énergétique dans l'agenda européen. Donc la question, c'est effectivement maintenant comment ça va se passer au niveau national et comment la France va réagir à ces modifications qui ont été adoptées au niveau européen. Alors, la France est concernée, mais effectivement, là, on parle des 27 États membres aussi. Donc, ça va être intéressant. Les prochaines années vont être intéressantes à suivre en termes de conception et en termes d'action de lutte contre la précarité énergétique. En tout cas, j'espère qu'on pourra apporter des vraies solutions durables aux ménages qui sont confrontés à ce problème depuis très longtemps. Et on l'a vu avec le chiffre sur la capacité à chauffer l'hiver. Ce chiffre ne fait qu'augmenter. Et il faut savoir, par exemple, qu'au niveau européen, mais je crois que c'est le cas en France aussi, on voit de plus en plus des ménages de la classe moyenne qui sont confrontés à cette problématique. Donc, l'enjeu est vraiment réel. Là, on parle d'enjeu de transposition, mais derrière, on a des situations de difficultés qui sont vraiment très importants à prendre en compte. Merci, un grand merci, Rachel, pour Merci à cette vous. présentation très claire et c'est partagé par les participants au vu de certains commentaires. Merci aussi aux spectateurs et spectatrices. Comme on l'a dit en introduction, donc le webinaire il sera mis en ligne prochainement si vous souhaitez le revoir ou le partager avec des collègues ou partenaires. N'hésitez pas à nous faire remonter des idées de sujets ou de retours d'expérience. On est toujours preneur avec Anne-Valérie de sujets, de contenu pour l'organisation des webinaires du réseau. J'invite aussi celles et ceux qui ne sont pas encore membres du rappel à rejoindre le réseau. C'est aujourd'hui le rappel 1200 membres partout en France qui sont impliqués de près ou de loin dans la lutte contre la précarité énergétique. Et en rejoignant le réseau, vous pouvez recevoir les newsletters du mensuel du réseau où on partage les actualités en lien avec la précarité énergétique. Vous pouvez être au courant des prochains webinaires ou encore découvrir des outils qui peuvent vous être utiles. Anne-Valérie va vous partager le lien pour ceux qui souhaitent s'inscrire, en sachant que cette inscription est gratuite et que donc, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez nous rejoindre. Voilà, encore merci à toutes et à tous, une bonne journée et à bientôt. merci, à bientôt. Au revoir.